Bonjour ou bonsoir à tous. 1997-2017, 20 ans. Il y a des anniversaires qu'on ne commémore pas, et pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé en 1997 ? En 1997, c'est la première fois qu'apparaît dans le discours politique, public en France, un mot relativement nouveau qu'on a dit venu du Canada, le souverainisme. Et ce mot, qui intervient à ce moment-là dans les débats autour du traité d'Amsterdam, je crois, ou d'Amsterdam, oui, qui complétait celui de Maastricht, va mobiliser les passions. Et bientôt, on va voir les souverainistes de droite et de gauche s'affirmer à la fois contre les institutions européennes, mais aussi plus largement contre l'influence américaine en Europe, le libre-échangisme, la mondialisation, et le souverainisme va acquérir peu à peu ses lettres de noblesse, à tel point que dans les milieux qu'on appelle, pour faire bref, de droite, le souverainisme va régner, sinon de manière incontestée, du moins quand même assez largement. C'est la raison pour laquelle mon attention a été attirée par le livre de Guillaume Golphin, qui est un livre tout à fait hostile au souverainisme et à la souveraineté. Et j'ai pensé que l'on pouvait avoir autour de ce livre une discussion intéressante et qui apprenne à chacun quelque chose. Alors sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir par conséquent Guillaume Golphin, qui est essayiste, je crois cofondateur du collège Saint-Germain, qui s'occupe surtout, si j'ai bien compris, de philosophie chrétienne. Oui, Guillaume Bernard, qu'on ne présente plus parce qu'on le lit dans beaucoup de médias. On a notamment beaucoup parlé de son livre « La guerre à droite aura bien lieu », qui était une réflexion sur ce qu'il appelle le mouvement d'Extrogir, livre paru aux éditions des Clés de Bromvert, et puis Aristide Lecat, qui est juriste, collaborateur de nombreuses publications, qui s'apprête à publier un livre sur Carl Schmitt d'ici quelques semaines, et qui par ailleurs est également l'auteur d'un petit livre paru récemment qui s'appelle « La souveraineté dans la nation ». Nous devions avoir également sur ce plateau Paul-Marie Couteau, qui va peut-être nous rejoindre en route, mais qui en tout cas n'est pas encore là, ce qui est dommage parce qu'on aurait eu une palette de positions assez intéressante au-delà de ce qui peut vous réunir évidemment les uns et les autres, c'est-à-dire avec Guillaume Golphin, un adversaire du souverainisme et de la souveraineté, avec Paul-Marie Couteau, un défenseur à tout crin et du souverainisme et de la souveraineté, avec Aristide Lecat, un défenseur de la souveraineté, mais un critique du souverainisme, il nous expliquera ça tout à l'heure, et puis Guillaume Bernard qui apportera lui-même ses nuances selon peut-être la définition qu'on donnera ou celle que l'on peut donner de la souveraineté. Alors, je vais d'abord me tourner bien sûr vers l'objet du débat, si j'ose dire, c'est-à-dire vers le livre de Guillaume Golphin, qui prend position très nettement contre la souveraineté et le souverainisme. Il va nous expliquer dans un instant pour quelles raisons, mais j'ai noté quelques phrases un peu provocatrices, soit dans son livre, soit dans des interviews qu'il a données. J'en donne 3 simplement, qui montrent que c'est quand même assez dur. Le souverainisme, écrivez-vous, s'inscrit dans le cadre même de la subversion de la notion de patrie. Deuxième citation, « En aucun cas, la souveraineté ne peut être tenue pour un principe du politique, quel que soit le sens qu'on lui donne. » Troisième citation, « Le libéralisme a servi de vecteur à la doctrine de la souveraineté à travers le dogme de la souveraineté populaire. » Bon, évidemment, ce sont des phrases sorties de leur contexte, mais qui sont, disons, provocantes, peut-être dans le meilleur sens du terme. Par ailleurs,
si le souverainisme est un mot récent, la souveraineté évidemment ne date pas d'hier, Aristide Lecade dans son livre rappelle très justement que dans les anciennes religions indo-européennes, la fonction souveraine est exercée par des dieux souverains, Zeus, Jupiter, Odin, Varuna, etc. Et puis on voit bien que la souveraineté s'est manifestée à toutes les époques. Je crois que c'est Joseph de Maistre qui disait « La société et la souveraineté naquirent ensemble », opinion dont on peut retrouver l'équivalent aujourd'hui chez bien d'autres auteurs, et contre laquelle également vous vous inscrivez en faux. Donc je vous laisse la parole pour ce réquisitoire contre la souveraineté. Bien, merci d'abord de m'avoir invité. Alors, je vais juste commencer en nuançant à peine votre présentation sur un point. Donc, très clairement, je prends en effet parti dans mon ouvrage contre la souveraineté. Alors, si je précise à peine, je dirais contre la théorie de la souveraineté, contre la souveraineté en tant qu'elle est conçue comme principe du politique. Je vais y revenir. Je prends donc parti en effet aussi contre le souverainisme, en lui reconnaissant quand même un mérite, je le souligne à 2 ou 3 reprises dans l'ouvrage, qui est quand même de remettre en avant la dimension politique, contre justement donc ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, le supranationalisme, les termes qu'on peut tenir pour équivalents, et qui serait en fait une sorte de dépassement du politique pour aller vers une sorte de gestion économique des sociétés. Donc, passer du gouvernement à la gouvernance. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, le souverainisme présente en effet l'intérêt et c'est une justesse de ce point de vue de remettre en avant la nécessité du politique. Alors là où je ne suis pas en effet d'accord avec le souverainisme et ceux qui le défendent, c'est justement dans la conception du politique et dans le fait de faire de la souveraineté le principe du politique. Alors, dans la deuxième citation que vous avez reprise de l'ouvrage, quand je dis que la souveraineté ne peut jamais être, quel que soit le sens qu'on lui donne, le principe du politique, alors en fait là ça s'inscrit dans un passage où je distingue 2 sens du mot souveraineté. Donc le sens historiquement premier, enfin celui qu'il a vu naître, qui est dans le contexte médiéval disons, pour aller un peu vite, de la lutte entre le pape et l'empereur, et de savoir qui c'est qui avait la suprématie entre le pape et l'empereur en tant que chef de la chrétienté. Et également une autre diade, un autre couple, qui est l'autorité et la puissance, l'autoritas et la potestas. Dans ce contexte-là, on est en fait dans une compétition entre autorités, et pas entre puissances, pas entre potestas, justement, mais entre autorités, savoir qui c'est qui avait l'autorité suprême. Avec donc le fait que si on était partisan du pape, on concevait que le pape pouvait d'une part confirmer l'élection de l'empereur et voire le déposer en cas d'hérésie ou de crime. Enfin bon, il y avait différents cas possibles. Et réciproquement, à peu de choses près, c'était un peu la même chose réciproquement pour l'empereur si on le concevait comme chef de la chrétienté. Il y a eu d'ailleurs différentes théories. Tout à fait. Là, je simplifie. On va pas revenir là-dessus, mais depuis le pape Gélase, il y a eu aussi la théorie des 2 autorités où le pape était supérieur à l'empereur dans l'ordre spirituel, alors que l'empereur était supérieur au pape dans l'ordre temporel. Tout à fait. Alors, bien sûr que là je rappelle ça vraiment à très grands traits, et il est évident qu'il y a beaucoup de... Puis entre les siècles, il y a eu des évolutions. Ça a pu même aller jusqu'à la prétention par le pape, par certains en tout cas, de vouloir même couronner l'empereur. Donc ça, il y a eu vraiment des positions qui sont diverses. Enfin, grosso modo, on a quand même un schéma de compétition entre souveraineté et entre autorité, avec donc l'idée de dégager une autorité suprême, qui soit donc incontestée, qui soit supérieure. Et donc c'est là où apparaît le terme de souveraineté. Enfin, très exactement sur le point de vue lexical, il intervient dans la traduction des termes latins d'abord et avant tout en français, dans le langage juridique en français, donc à partir du XIIIe siècle, et on traduit par souveraineté la summa autoritas, donc l'autorité suprême. Absolument. Alors dans ce cas-là, l'intérêt de la chose, pourquoi je rappelle ça dans l'ouvrage, c'est que la souveraineté, il ne peut y en avoir qu'une seule. Bon, c'est encore le sens qu'on aurait aujourd'hui dans l'expression qu'on a conservée concernant le pape de souverain pontife. S'il est souverain pontife, il est tout seul. Il ne sera pas 2 souverains pontifes. Oui. Parce que là, c'est contradictoire.
Alors à partir de là, les choses évoluant politiquement, à travers donc, bien sûr les siècles, on en est venu à définir une souveraineté dans un royaume. Bon, je passe sur les aléas parce que c'est ça serait un peu long. Et donc on arrive à l'idée d'un pouvoir donc, politique à l'intérieur donc, d'un regnum, comme on pouvait dire en latin, d'un royaume, qui serait en effet souverain. Et alors les évolutions se font d'abord en France et en Angleterre au XVe siècle, donc ça se joue vraiment dans ce XIVe, XVe siècle, et c'est couronné ensuite au XVIe siècle, dans le contexte des guerres de religion où on perd donc une certaine unité donc religieuse et donc politique, enfin en tout cas il y a un danger, plus qu'un danger, puisqu'il y a eu guerre civile, donc il y a eu affrontement politique. Et donc intervient la théorie de Jean Bodin qui va définir donc la souveraineté au sens moderne et alors, qui infléchit quand même considérablement la chose puisqu'il définit la souveraineté comme justement donc une souveraine puissance. Et oui, donc il intègre dans la souveraineté la dimension de pouvoir. Je termine juste, voilà, juste par rapport à ça. Et donc il fait de ça le principe même du politique. En dehors donc, de toute considération de finalité, enfin, il y a encore la finalité chez Jean Bodin, mais elle est quand même largement extrinsèque. Elle n'est plus dans cette finalité donc, qu'on pouvait concevoir dans la ligne de la pensée aristotélicienne, ce qu'on appelle donc, le bien commun, puisque précisément dans le contexte, eh bien, on ne peut plus se mettre d'accord sur un bien commun, étant donné qu'on est déchiré entre protestants et catholiques. Peut-être parce que Jean Bodin est évidemment une pierre angulaire du débat sur la souveraineté, surtout en France, où tout le monde s'y est référé, que ce soit sous la royauté, que ce soit après la Révolution, lorsque les pouvoirs du roi ont été affectés, transférés à la nation. Finalement, on a conservé une conception bodinienne de la souveraineté. Et nous aurons peut-être à nous interroger pour savoir s'il ne peut y avoir qu'une conception bodinienne. Mais enfin, en tout cas, 1576, c'est la date clé, les 6 livres de la République de Jean Bodin, et en une phrase bien connue, Bodin écrit « République est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine ». Alors évidemment, les 2 mots puissance souveraine sont ceux qu'on a retenus, on a oublié les ménages, et on a oublié aussi quand même qu'il y a le mot commun. Dans la définition. On l'a passé un petit peu à l'as, mais ce qui est sûr, c'est que, et c'est là, je pense, l'un des motifs d'autres critiques, c'est que Bodin intègre la puissance publique à l'autorité. Exactement. Et donc confond d'une certaine mesure puissance et autorité. Et même si Bodin estime, selon l'esprit de l'époque, que, bien entendu, le souverain est quand même soumis à la loi naturelle de Dieu, etc., dans l'ordre temporel, il n'a personne au-dessus de lui, et finalement, c'est un peu les bases de l'absolutisme. Certains commentateurs de Bodin contestent cela, disent, attention, c'est un certain absolutisme qui n'est pas le despotisme, mais l'expérience a montré quand même que, bien entendu, de Bodin, on va tirer la légitimation d'une certaine forme d'arbitraire. Tout à fait. Voilà. Et là, vous mettez le mot, si je résume, en effet, la critique que je fais de la souveraineté donc, moderne, qui bien entendu, en effet, ne va pas en rester à la théorie de Bodin, mais il va connaître donc, des évolutions importantes, avec aussi le transfert du souverain, du monarque au peuple, entre autres, mais aussi dans la conception de la souveraineté. Il est évident que quelqu'un comme Hobbes marque une étape fondamentale, qui reprend vraiment la notion de souveraineté, il en fait aussi le fondement du pouvoir politique. L'âme de ce corps artificiel qui est le Léviathan, c'est la souveraineté, donc c'est ce qui anime donc, la communauté politique. Bref, donc il va bien sûr y avoir des évolutions importantes, et ces évolutions, elles conduisent vraiment à concevoir le pouvoir comme, de fait, tout puissant, donc n'ayant rien qui le détermine de manière, donc, périphérique, extérieure à lui, et donc devant se déterminer lui-même. Donc, de ce point de vue-là, en effet, relevant de cet arbitraire, et avec tout le problème qui va s'en suivre, qui va faire quand même une bonne part, sinon toute, en tout cas une bonne part de la discussion politique dans les siècles qui vont suivre, comment arriver à limiter ce pouvoir. Donc, alors, je vous interromps parce qu'il faut que nos invités et amis réagissent.
Guillaume Bernard, Aristide... Oui. Ah pardon. Non, mais je crois qu'effectivement, là on a mis dans la discussion le doigt sur un point extrêmement important. Il me semble qu'il y en a d'autres évidemment, mais je pense que la discussion permettra de le développer, notamment qui est titulaire de la souveraineté, et puis quelle est la fonction, ou disons quelles sont l'articulation des pouvoirs judiciaires, législatifs, au sein de l'exercice de la fonction souveraine. Mais déjà, avant d'en arriver là, il y a la question effectivement de quelle est la définition de la souveraineté ? Est-ce qu'on est dans une définition plutôt classique, qui est de dire est souverain celui qui essaye de réaliser le bien commun d'un corps social, quel que soit d'ailleurs ce corps social, et auquel cas il peut y avoir une hiérarchie de souverains, et c'est la formule qu'on a chez le bailli, donc l'officier royal beaumanoir au XIIIe siècle. Le baron est souverain dans sa baronnie, le roi est souverain dans le royaume. Il n'y a pas d'incompatibilité à ce qu'il y ait une hiérarchie de souverains, puisqu'il y a une hiérarchie de corps sociaux et qu'il y a des biens propres à chacun des corps sociaux. Ou alors est-ce qu'on est dans une définition moderne, et elle apparaît avant Bodin, mais c'est quand même Bodin véritablement qui la cristallise, qui est de dire n'est souverain que le pouvoir qui est le pouvoir le plus élevé. Et c'est un pouvoir qui est indivisible et un pouvoir qui est impartageable. Et à partir du moment où effectivement on considère que la souveraineté n'est souveraineté, que le pouvoir, je dirais, n'est plein et entier qu'à partir du moment où effectivement on ne le partage pas, ni avec un supérieur, ni avec un inférieur, et bien dans ces conditions-là, effectivement, on a la définition moderne de la souveraineté. Très sincèrement, le fait que cette définition bodinienne est chez Jean Bodin attribuée au roi, et qu'ensuite, à partir de la Révolution française, on ait transféré la souveraineté bodinienne de l'organe qu'est le roi à l'organe qu'est le peuple, finalement, ce n'est qu'une révolution de palais. La vraie révolution intellectuelle... C'est d'ailleurs plutôt un transfert à la nation. À la nation plutôt, vous avez raison. Mais si vous voulez, ça n'est que l'organe qui va exercer la souveraineté. Ce qui est fondamental, c'est de savoir comment on la définit, cette souveraineté. Et évidemment, il y a un point, je crois, qui est important et que Guilhem Golphin a évoqué, que vous avez évoqué dans votre discussion, c'est qu'effectivement, avec le basculement de la définition classique à la définition moderne, on a dans le fond une souveraineté qui se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'est plus un moyen au service d'une finalité, on n'est plus dans la définition aristotélicienne, je dirais, d'un régime politique, la monarchie, l'aristocratie ou la politéia, qui sont au service d'une finalité qui est la réalisation de l'utilité publique ou du bien commun du corps social. On est dans une souveraineté qui est un moyen qui se suffit à lui-même. Et on pourrait presque dire qu'on est là dans la confusion de la fin et des moyens, dans une forme de perversion. C'est un point sur lequel je crois qu'il faut insister, c'est-à-dire est-ce que la souveraineté c'est une fin ou un moyen ? Il est bien évident qu'on a glissé. D'ailleurs, récemment, il y a eu des débats dans certains milieux opposant, à mon avis à tort, mais opposant souveraineté et identité. Oui. En disant finalement, un pays peut être souverain et puis avoir complètement perdu son identité, et à l'inverse, il peut avoir conservé son identité sans être souverain. C'est une distinction intéressante, parce qu'évidemment, il y a un problème de la finalité. Quelle finalité ? Si notre ami Paul-Marie Couteau était là, il dirait certainement l'indépendance. Parce que l'indépendance, c'est quand même le bien public par excellence, c'est la condition même de la liberté d'une entité politique, mais je ne vais pas parler à sa place. On peut dire aussi le bien commun. Ou les Romains disaient l'utilité publique. Voilà, c'est une autre formule un peu passe-partout. Votre position, d'ailleurs, Guilhem Golphin, me paraît assez proche de celle de Maritain. Maritain, dans son livre « Sur l'homme et l'État », disait, j'ai dû noter ça quelque part, « La philosophie politique doit se délivrer du mot et du concept de souveraineté ». Donc vous voyez, là vous avez un... Oui, c'était peut-être le premier Maritain, ça, oui. Pas le... Oui. Non, c'est l'homme et l'État, c'est déjà... Non, c'est déjà celui qui a transité par le thomisme et la démocratie chrétienne. En fait, le texte de Maritain s'inscrit dans un contexte où on a
on a beaucoup parlé de souveraineté dans les années 90, vous le rappeliez, et bien sûr dans les années qui ont suivi, suite à Maastricht. Mais il y a eu une première grande discussion autour de la souveraineté, au moment de la création de l'ONU, de la création de l'Union européenne. Voilà, les années 50, ça a beaucoup... chaque fois qu'apparaît une nouvelle instance, évidemment, il s'agit de savoir où le curseur va se déplacer en matière d'autorité. Et le texte de Mariter, en effet, s'inscrit dans ce contexte. Alors, je serais sans doute bien moins proche des positions du second Maritain, en tout cas, bon, ça on pourrait discuter. Mais sur ce point-là, en effet, je connais bien ce texte, je l'ai lu en effet il y a déjà longtemps, et c'est vrai que c'est un texte qui a pu m'influencer, oui. En tout cas, je ne l'ai pas repris spécifiquement quand j'ai écrit ça. La critique que fait Maritain il y a quelque chose qui est quand même assez proche de la vôtre, que finalement ce qu'il reproche, ce qu'il affirme avec force, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie du politique, et que le politique doit être quand même exercé sous condition de domination de ce qu'on appelle la loi naturelle, la morale naturelle, l'ordre transcendant, que sais-je. Oui, il fait la critique d'une certaine séparation entre le pouvoir et la société. Oui, c'est là où d'ailleurs il se sépare complètement de Carl Schmitt, qui est pourtant catholique de nuance, disons, un peu augustinienne, plus que thomiste et aristotélicienne en tout cas, et pour qui... comment dire, le politique, par opposition à la politique, constitue un domaine totalement autonome, et pour qui la souveraineté, qui est chez lui tout à fait centrale, est quelque chose qui est indissociable, non pas du bien commun, mais de la décision. Il ne dit pas « est souverain celui qui œuvre en faveur du bien commun », mais « est souverain celui qui décide, celui qui tranche ». Ça, c'est très bodinien. Dans le cas de Baudin ne s'est jamais exprimé comme ça, mais c'est très bodinien. Schmitt est très bodinien. C'est quand même Baudin. Et il se rattache d'ailleurs à Hobbes, dans la mesure où il retrouve dans la théorie du Léviathan l'écho de ce qu'il trouve également chez Baudin. Bon, on va peut-être laisser Aristide Lecade s'exprimer. Pour poursuivre, comme ça les téléspectateurs ne perdant pas le fil sur Schmitt. Schmitt, j'en parle d'autant mieux que c'est quand même très frais encore dans mon esprit, mais sur la souveraineté, parle finalement moins de la souveraineté que du souverain. Je pense que là-dessus, il faut relire attentivement sa théologie politique, pas seulement, mais l'ouvrage est quand même compte énormément, puisque finalement, Schmitt considère que est souverain, dans une phrase qui est devenue très célèbre et qui a presque valeur de brocard aujourd'hui, est souverain celui qui décide de la situation d'exception. Finalement, pour Schmitt, c'est moins la souveraineté. Et là-dessus, on pourrait se retrouver sur si vous voulez, le caractère un peu éthéré de cette notion. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement, qu'est-ce que la souveraineté ? Mais Schmitt considère que le souverain, parce que Schmitt a toujours en tête l'ordre concret. Schmitt est véritablement, c'est pas un homme d'abstraction, même s'il les manie brillamment, mais c'est quelqu'un qui est attaché à l'ordre concret. Il considère que le souverain, c'est celui qui véritablement prend position ici et maintenant, d'accord, sur un problème politique. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez tenté dans votre ouvrage de faire une phénoménologie de la souveraineté. Or, Schmitt est véritablement fait plutôt de l'existentialisme. Il considère que, alors évidemment, une notion dégagée de toute référence qui pourrait brouiller la compréhension. Il en fait une affaire existentielle. Il en fait une affaire existentielle, c'est ce que dit Freud d'ailleurs. Donc là-dessus, entendons-nous bien, c'est pour ça que quand vous dites que Schmitt se poursuit Baudin, je dirais qu'il poursuit surtout Hobbes. C'est l'autorité qui fait. C'est l'autorité, non la vérité, qui fait la loi. Oui. Donc, bon, ça c'est sur ce point-là. On va peut-être pas faire toute l'émission sur Schmitt, ça a déjà été fait. Non, mais en revanche sur ce point-là, ça sera très important d'y revenir. Oui. Qu'est-ce qui emporte la décision du souverain ? Oui. Et quelles sont les fonctions qu'il exerce en étant souverain ? Ça, je crois qu'il faudra... c'est surtout de décider. J'ai oublié tout à l'heure, d'ailleurs, en vous présentant, mais ça c'est de mes nombreux oublis, de dire que vous êtes également universitaire, vous avez enseigné à Rennes et à Paris, et que vous êtes notamment spécialiste de l'histoire des institutions et du droit. C'est vrai. Voilà. Non, ça, vous avez tout à fait raison. Maintenant, il faut quand même... on va essayer de revenir un petit peu sur ce que nous disions tout à l'heure. Je pense que, et votre ouvrage là-dessus est assez convaincant, si vous voulez, sur la première partie, quand vous considérez qu'effectivement, concernant le
l'opposition du pouvoir et de l'autorité, etc. On va pas y revenir. C'est assez convaincant. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas noyer le bébé avec l'eau du bain. Le souverainisme est, à mon sens, une notion tout à fait, je dirais, inaudible. La souveraineté reste encore d'actualité, malgré tout. Je vous interromps encore, parce que je voudrais, à propos du souverainisme, donner 2 ou 3 épithètes de votre livre. Là aussi, j'ai pris ce qui est le plus percutant. Vous dites, le souverainisme, c'est un astre mort, un concept impolitique, une représentation littéraire et un état politique infantile. Bon, si notre ami Couteau était là, évidemment, ils sont très au plafond. C'est très dommage qu'ils ne soient pas là, parce que j'aimerais évidemment qu'ils vous répondent. Mais au-delà de ces formules, il faut peut-être expliquer pourquoi, défenseur de la souveraineté, vous êtes quand même très critique vis-à-vis du souverainisme. Oui, parce que finalement, déjà, toujours en partant des faits, du réel, on s'aperçoit que le souverainisme, finalement, n'a pas su remporter sur le terrain politique les victoires décisives. Voilà, ça c'est quand même, je dirais, un premier élément. Il suffit de regarder les scores qu'a fait même encore dernièrement Nicolas Dupont-Aignan, qui est véritablement le chantre, si on peut dire, du souverainisme en France. Voilà, bon, d'ailleurs, Marine Le Pen, Front National, ne s'y est pas trompée et finalement préfère se retrancher derrière la notion qui parle, c'est ce que j'explique dans mon livre d'ailleurs, qui parle davantage au cœur et au corps social qui est le patriotisme, d'accord ? Et ça lui permet, sinon d'être élu, en tous les cas, d'engranger un certain nombre de suffrages. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, je crois effectivement que le souverainisme fait partie de ces discours inaudibles, puisque sur le plan pratique, le souverainisme est tout à fait incapable de résoudre quand même les 2 crises qui traversent, je dirais, le monde contemporain, qui est la dictature du marché, et je rajouterais même la dictature technicienne du marché. Bon, il y a peut-être beaucoup de notions en une seule phrase, mais... Et, je dirais, les crises écologiques majeures, qui pour le coup constituent le défi, pas seulement du XXIe siècle, je dirais le défi de l'humanité. Alors, j'ai une conception de l'écologie qui est assez intégrale, pour parler comme Falk van Gaver, qui a d'ailleurs brillamment, dans un ouvrage récent, Christianisme contre capitalisme, défendu si vous voulez, le caractère total de l'écologie. Il ne s'agit pas uniquement des préoccupations environnementales, mais aussi des préoccupations sociales et voire sociétales. L'immigration de masse fait partie, à mon sens, d'une catastrophe écologique sans précédent. Revenons à la souveraineté. Oui. Non, mais je n'avais pas quitté la souveraineté. Justement, je revenais au souverainisme. Le souverainisme, si vous voulez, est incapable de proposer, si vous voulez, le discours politique souverainiste est incapable de proposer un discours qui puisse répondre, d'accord, concrètement, à ces 2 crises. Voilà, dictature du marché et crise écologique. Ensuite, et ça c'est le troisième point qui est à mon sens là aussi très important, c'est que finalement, souverainisme, souveraineté, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dirais, là aussi, toujours en restant dans le réel, je dirais aux oreilles du citoyen lambda, ça ne signifie pas grand-chose. Ça ne signifie pas grand-chose parce que la souveraineté, aujourd'hui, tout le monde a bien conscience, confusément, qu'elle s'est évaporée, qu'elle s'est réduite comme peau de chagrin. Alors, un Paul-Marie Couteau qui n'est pas là, mais que nous faisons vivre, malgré tout, en parlant, vous direz que oui, effectivement, la souveraineté, le souverainisme, aujourd'hui, la souveraineté a subi une crise parce qu'elle a été vidée de sa substance par l'Union européenne. Et il vous dirait certainement aussi que, malheureusement, sur le plan purement interne, les dirigeants français ont laissé aliéner, comme on dit, des pans entiers de notre souveraineté. Ce qui fait qu'effectivement, ça... Voilà. Cela dit... Il faut peut-être ajouter un détail, là, parce que c'est une critique qui est faite par des gens qui sont plutôt européens ou européistes, mais qui déplorent que les États se soient vus amputés de pans de plus en plus considérables de leur souveraineté, sans que cette souveraineté qui leur ait été enlevée
soit restituée en quelque sorte à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'elle est partie dans une sorte de trou noir. Hein. Oui, l'Union européenne n'est pas un État fédéral. Non. Il y a des gens qui pensent qu'il serait bien qu'il y ait une souveraineté européenne. On n'abordera pas la question de savoir si c'est possible, pas possible, mais je veux dire que la souveraineté peut aussi s'envisager à un niveau autre que la nation. Et c'est là où je voudrais peut-être aussi introduire une autre notion. J'ai été frappé en lisant votre livre de l'absence d'un nom, qui est Althusius. Alors, Johannes Althusius n'est pas très connu en France. Non, mais c'est le il est principe quand de même très connu dans le monde, et il est quand même, je dirais, la grande alternative à Bodin, d'autant plus qu'il écrit grosso modo à peu près à la même époque. Or, Althusius écrit contre Bodin en faveur de la souveraineté. Et il en tient pour une souveraineté répartie, fondée sur le principe de subsidiarité entre ce qu'il appelle les symbiotes, n'est-ce pas, dans la consociatio, hein, l'association avec un pouvoir de décision important à la base qui ne laisse remonter vers le sommet que les décisions les plus importantes ou celles intéressant le plus communément les gens, sur quoi il se rapproche d'ailleurs d'un certain fédéralisme, mais la conception de la souveraineté chez Althusius, moi je la trouve personnellement très intéressante, et en tout cas, quoi qu'on en pense, elle a le mérite d'oblitérer l'idée que souveraineté égale Bodin. Alors, vous en parlez d'Althusius. Moi, j'en parle parce que j'ai une conception de la souveraineté qui, pour le coup, part du bas et non pas du haut. Alors, je vous rejoindrai effectivement sur votre critique de la souveraineté, que depuis Bodin, on considère comme étant le supérieur. C'est-à-dire cette notion de supériorité qui surplombe tout le reste. Or, je considère que la souveraineté doit partir du bas. Les fameuses consociations althusiennes me semblent, pour le coup, compléter la souveraineté, cette notion de souveraineté, d'une notion que vous avez évoquée il y a 2 minutes, la notion de subsidiarité. Et c'est ce que l'on oublie beaucoup. Et finalement, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous rejetiez le bébé avec l'eau du bain, parce que l'on rejette le souverainisme, très bien, mais que l'on rejette la souveraineté, peut-être pas. Parce que ce qu'il manque à la souveraineté, et la souveraineté participe du politique d'une certaine façon, mais ce qui manque à la souveraineté, c'est justement la subsidiarité. C'est-à-dire laisser faire quand même à des niveaux adaptés, d'accord, ce qui n'a pas à être fait, ou en tout cas capté, sinon absorbé, par un niveau supérieur. Et, Monsieur de Benoît, vous avez tout à l'heure évoqué quelque chose, là aussi, de très important, la notion d'identité. Et je pense précisément que la subsidiarité permettrait précisément de donner un corps vraiment quasiment charnel à la souveraineté, qui est l'identité. Je vous rejoins, parce que vous le dites, effectivement, vous dites que finalement, souveraineté, c'est une théorie, c'est un concept assez éthéré, très bien. Mais ce qui manque, et c'est ce qui peut-être manque un petit peu dans votre ouvrage, c'est où est le peuple, finalement. Alors, vous n'êtes pas tout à fait en désaccord, parce que... Non, on n'est pas tout à fait en désaccord, quand on lit le livre de Guillaume Golphin, il y a une insistance que je trouve personnellement très bienvenue sur l'idée de densifier les initiatives locales, de redonner un rôle à ce qu'on appelle, d'une formule facile, les corps intermédiaires, de redonner le sens de la communauté politique. Donc on a l'impression quand même d'un retour au fondement, mais qui est posé effectivement comme antagoniste de la souveraineté. Alors que si on est dans le modèle de l'Althusius, au contraire, ça se complète parfaitement. Ça se complète parfaitement. Si je peux me permettre oui, bien sûr. De répondre, quelque part, la définition des mots, comme on dit, elle est libre. On peut redéfinir le terme de souveraineté. La critique que j'ai faite, c'est la critique de la souveraineté telle que, historiquement, elle a été comprise et appliquée, en tout cas majoritairement. Le modèle d'Althusius, je suis très loin d'être un spécialiste d'Althusius, mais je vois donc ces positions. Le fait est que, historiquement, je crois que ça n'a pas eu une postérité... En France ?
En tout cas en France, voilà. France, il faudrait peut-être voir, peut-être voir ailleurs. En France, ça ne va pas. Mais dans pas mal d'autres pays, oui, considérablement. C'est possible. Là, j'avouerais. En Allemagne, aux États-Unis, Altusus, c'est très très connu. Hein. Oui, davantage. En France, il est inconnu. Bon, c'est vrai qu'il est. C'est vrai. Peut-être un peu plus à une époque, on en parlait. Aujourd'hui, on en parle. Ouais. Il y a eu un essai assez récent sur. Il y a une thèse, il y a quelques années, qui a été faite là-dessus, une bonne thèse d'ailleurs, Paris. En tout cas, je vois un ouvrage de, je crois, Gaël Demelemestre, si je me trompe pas, c'est Paris-Baudin et Altusus. Voilà, Paris-Auxerre, ça fait donc était intéressant. Bon, le fait est que, oui, bien sûr, on pourrait peut-être nuancer ce que je peux dire par comparaison avec des modèles politiques concrets divers. Voilà. C'est vrai que sans que je le dise ainsi, et sans que ce soit forcément l'intention de soi, mais le modèle français, bon, il est un peu sous-jacent à la critique que je fais. Bon, c'est vrai. Y compris avec l'insistance que vous mettez sur l'État-nation. Oui, c'est vrai aussi. Alors que là aussi, dans l'histoire de l'Europe, pour ne pas aller plus loin, il n'y a pas que le modèle de l'État-nation qui s'est imposé. Il a quand même été un modèle, oui, bien sûr, le modèle multinational a existé avec jusqu'il y a 100 ans avec l'Autriche-Hongrie, bien sûr, bien entendu. Mais malgré tout, l'évolution politique moderne de l'Europe, ça a quand même été, et pour le coup, la politique de la France a quand même beaucoup contribué à ça, peut-être pas pour le meilleur, mais justement à quelque sorte imposer un peu ce modèle de l'État-nation. Ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs l'idéologie républicaine, entre guillemets, qui est une spécificité française. Hein. Ça se relie directement à cet héritage baudinien. Hein. Oui, baudinien, oui, et puis bon, monarchiste à l'origine, et puis bon, transféré en effet à la République. Mais bon, après, en effet, on pourrait trouver peut-être différentes définitions en termes de souveraineté. Moi, ce que j'affirme, c'est... Il n'y a qu'une définition, finalement. Pour terminer sur ça, ce que je reprends, je crois, à la fin, je termine ceci sur ça, après l'avoir dit, je crois, au début de la deuxième partie, il me semble, je sais plus précisément, c'est que une compréhension juste, à mon sens, du terme de souveraineté ne dit en fait rien de plus que ce que disait le terme d'autorité. L'autorité politique, alors lequel a le défaut d'avoir été tellement dévalué qu'aujourd'hui ça n'est plus tellement parlant. Tout dépend dans quelle optique on se place. Moi je suis, je dois dire, en accord avec beaucoup de choses que vous dites. Je ne suis pas baudinien, déjà, hein, mais en même temps, c'est l'autre versant. Je trouve dans votre livre une discussion, un exposé très brillant sur le plan théorique, voire théologique, mais pas du tout réaliste du point de vue politique. La souveraineté, on peut en discuter dans l'abstrait, qu'est-ce que c'est que la souveraineté, est-ce que c'est un corps pour l'autorité, non, etc. Schmitt est d'une brièveté formidable quand il dit, mais c'est pas compliqué, souverain, c'est celui qui décide. Oui, absolument. Hein, oui. Et mais alors, là où est la décision, là où est la souveraineté. Oui, mais on peut contester cela, mais il y a quand même, tout ce qu'il écrit à propos du cas d'urgence, et Schmitt a surtout en tête, évidemment, la politique internationale, les rapports de force internationaux. Dans votre schéma, on est totalement dans la politique intérieure. La preuve, d'ailleurs, c'est que vous insistez à juste titre sur le bien commun. Au-delà des frontières, pas complètement, j'essaie quand même, c'est vrai que c'est majoritairement ceci, mais j'essaie quand même d'intégrer oui, mais justement, c'est vrai, mais au-delà des frontières, la dimension internationale. Le bien commun n'a plus tout à fait le même sens. Vous employez même, j'ai un peu souri en disant ça, en disant qu'il faudrait retrouver le sens de la fraternité humaine. Personne n'est contre, bien entendu. Mais un schmittien vous répondrait que la fraternité humaine, historiquement, ça commence avec le meurtre d'Abel par Caïn. Absolument. C'est totalement impolitique. Je voudrais juste intervenir. Je rebondirai un petit peu. Promis, je ne vais pas être trop long. Non, juste pour que la conversation ne s'éloigne pas trop, quelques points. Sur le souverainisme, je crois que vous avez raison, c'est un discours qui, malheureusement, est quelque peu creux. Mais il faut rappeler, ça a été rappelé par Alain Benoît au début de l'émission, c'est-à-dire que c'est une réaction saine dans un contexte particulier. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez une mondialisation financière, culturelle, une construction européenne qui perd tous ses repères. À partir du moment où vous avez la chute du mur, évidemment, la géographie de la construction européenne change. Et donc,
le souverainisme est une réaction saine, mais c'est certain qu'elle n'a pas les capacités, je dirais, à produire quelque chose de concret. C'est ce qui me permet de rejoindre d'ailleurs les derniers propos. Ça me fait un peu penser, si vous voulez, je dirais, à la question du laïcisme. Le laïcisme peut permettre peut-être de limiter l'expansion de l'islamisme, mais il n'est pas capable à lui tout seul de se substituer, je dirais, et de créer un discours positif contre l'islamisme. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il me semble, ça c'est vraiment essentiel, et je crois que c'est au cœur de la conversation, ou au cœur du point auquel nous étions arrivés dans la conversation. Est-ce que la souveraineté, enfin, qu'est-ce qui permet justement de prendre la décision dans le souverain? Comment prend-il sa décision? Quelles sont les fonctions qu'il met en œuvre pour effectivement exercer la souveraineté? Et là, je crois que... Et qu'est-ce qui est le plus décisif, l'autorité ou la puissance, pour prendre la décision? Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, il y a un enjeu qui est de dire... Est-ce qu'il existe un ordre des choses, un ordre cosmologique des choses, un droit naturel, si on pourrait le dire comme ça, mais enfin en tout cas de manière plus neutre, un ordre cosmologique des choses, auquel cas le pouvoir souverain est un pouvoir qui a pour objectif de restaurer une harmonie que les hommes ont brisée. Et donc dans ces conditions-là, ça veut dire que la fonction souveraine par excellence, c'est la fonction judiciaire. Ou est-ce que, à l'inverse, il n'existe pas d'ordre des choses? Et donc, par conséquent, la fonction politique principale va donc devoir être la fonction normative ou législatrice, c'est-à-dire de créer un ordre. Et donc, je crois que dans la critique que Guillaume Goelfin fait de la souveraineté, c'est ce point-là qui me semble être aussi central. C'est le fait de dire la souveraineté moderne est devenue une souveraineté qui crée, dans le fond, de l'artificiel et qui se justifie par justement un corps social qui est artificiel. Quand vous évoquiez tout à l'heure la question de l'identité, le fait que la subsidiarité permettait effectivement de reconnaître qu'il y ait des pouvoirs souverains qui existent dans chacun des corps sociaux pour en défendre leur réalité, leur propre identité, leur enracinement. Eh bien, on est évidemment au cœur de la question. S'il n'existe pas d'ordre naturel des choses ou d'ordre cosmologique des choses, la fonction souveraine va être une fonction législatrice artificielle, normative. Si à l'inverse, il existe un ordre des choses, on peut parfaitement concevoir le fait qu'il y ait un pouvoir souverain dans chaque corps social et que ça soit dans la défense de sa cohésion, dans la défense de sa tradition, dans le fait de faire perdurer ce corps social dans son ontologie que se révèle le pouvoir souverain. Vous mettez le doigt sur un aspect qui est absolument fondamental. Mais l'ordre naturel des choses. Bon, personnellement, je n'y crois pas beaucoup. C'est Michel Villet qui l'utilise. La question n'est pas là. Le problème, c'est que même si vous croyez à l'ordre naturel des choses, ontologique, transcendant, etc., c'est par force, vous restez dans un schéma qui est théorique. C'est-à-dire qu'il ne vous dit pas forcément ici et maintenant qu'est-ce que vous devez faire. Je prends un exemple. La situation d'exception, on en a aujourd'hui même. La justice commutative, la justice distributive. Vous avez, c'est du concret, c'est parfaitement concret. D'accord. Oui, vous avez la situation d'urgence, on en a un exemple. Ça reste assez théorique. Au moment même où nous parlons, en ce moment, il y a un événement en Europe qui est la crise en Catalogne. Bon. Il y a une situation. Et là, il ne s'agit pas de proposition ni pour l'un ni pour l'autre, ce n'est pas le problème. Il y a une situation d'urgence. Raroy, qui parlait aujourd'hui même à la radio, a dit on est dans une situation d'exception où toutes les normes, toutes les lois sont suspendues parce qu'aucune ne permet de résoudre le problème. Ça, c'est très intéressant, c'est parfaitement schmittien c'est la dictature au sens romain du terme. Oui, c'est ça. Voilà. D'où l'intérêt. Schmitt, la théorie qu'il fait, c'est d'où l'intérêt que Schmitt. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'en chambre ou sur le papier, on peut toujours bâtir des choses extrêmement passionnantes, mais qui ne vont pas toujours servir de guide dans l'action. Oui, mais... Or, la politique, c'est aussi l'action, c'est aussi l'acte de décider sur le moment. Mais trancher quand, justement. Ça, c'est la vertu de prudence qui est la vertu par excellence du politique. La vertu de prudence qui, bien entendu, va s'appuyer aussi sur des institutions, sur des... Elle est capitale, parce que si on n'observe pas la vertu de prudence, on tombe dans l'hubris, dans la démesure. Mais il y a un moment où tout ça doit être suspendu, parce que il y a un bouton sur lequel il faut appuyer, et il n'y en a pas deux. Oui, mais ça reste quand même
précisément une situation d'exception. C'est quand même, enfin, le politique n'est pas en permanence face à des situations d'exception, sinon c'est plus l'exception, ça devient la règle. Dans ce cas-là, ça serait autre chose. Mais Schmitt dit c'est l'exception qui révèle à la fois. Elle révèle la souveraineté, elle révèle la règle, elle révèle tout. Oui, ça c'est ce que dit Schmitt, parce que pour le coup, c'est pas du tout ce que dit Hobbes où le souverain, il est souverain en permanence. Ah non, Hobbes considère quand même que c'est... Enfin, il se base quand même sur le droit romain. La souveraineté, c'est l'âme de... Oui, mais il se base sur le droit romain. Du Léviathan. C'est l'autorité, et non la vérité, qui fait la loi. Oui. Et donc, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est une fonction judiciaire ou une fonction législatrice? Pas forcément. Enfin, je vais revenir. Mais deuxième brocard du droit romain, hein, la loi suprême et le salut du peuple. Ou le salut du peuple et le salut suprême l'excepto. Ce sont quand même deux choses, et Schmitt là-dessus... Oui, le salut du peuple, ça c'est... Non, mais là-dessus, si vous voulez, il n'y a pas uniquement, si vous voulez, qu'une fonction judiciaire. Il y a véritablement une fonction politique. Parce que, c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, Schmitt, finalement, décrit moins la souveraineté que le souverain en action. Ça, c'est, à mon avis, capital. Et je dirais, on doit à Schmitt de l'avoir théorisé, de l'avoir mis en avant. Mais finalement... Je dirais que c'était dans les limbes. Oui, il n'a fait que découvrir finalement une vérité ontologique du politique. Chez Tite-Live, chez Machiavel et chez d'autres. Absolument. Si on prenait ça au pied de la lettre, ça voudrait dire qu'il n'est souverain que le dictateur romain. Non, ça n'a rien à voir. Non. Ce qu'il veut dire par là, c'est que Schmitt ne plaide absolument pas pour une dictature. Schmitt, c'est pas la question. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, au moment, et l'exemple de ce qui se passe en Catalogne est tout à fait parlant. Merci de l'avoir posé. Parce que c'est à ce moment-là, je dirais, dès lors qu'on peut oublier qui est le souverain, qui dirige, qui est le chef. Mais lorsque vous êtes en face d'une situation d'ordre exceptionnel, de circonstances exceptionnelles, d'un état de nécessité, d'un état d'urgence, on pourrait dire dans d'autres circonstances, eh bien, le souverain, c'est celui qui va prendre la décision, qui ne va pas l'ajourner. Or, finalement, aujourd'hui, c'est le grand problème aujourd'hui, c'est que nous sommes, et ça, Schmitt d'ailleurs a de très belles pages là-dessus, dans sa théorie de la Constitution notamment, où il dit finalement, dans le régime libéral parlementaire, dans l'état législateur parlementaire, c'est l'expression qu'il emploie d'ailleurs, eh bien, on palabre, on discute, mais finalement, tout ça... Pardon ? On crée une commission. Oui, on crée des commissions, des comités théodules, et on ajourne, on recule le moment de décider, parce que finalement, on ne veut surtout pas créer de conflit. Or, le vrai problème aujourd'hui, d'accord ? Et c'est pas Baudin. Baudin, là-dessus, n'est pas... Si vous voulez, c'est pas la conception de la souveraineté par Baudin qui veut ça. C'est que malheureusement, et là-dessus, je vous rejoins tout à fait dans votre critique révolutionnaire du contractualisme, du libéralisme et du contractualisme, les deux étant souvent liés, et du capitalisme, je dirais, dans ses effets. Mais finalement, aujourd'hui, le vrai problème, c'est cela. C'est que il n'y a plus personne qui décide. Plus personne qui décide. On se retranche d'ailleurs derrière des mots... C'est la théorie de la main invisible ou la théorie d'Hayek qui veut dire l'ordre social est le fruit d'une rencontre. On se retranche derrière une fausse axiologie, neutralité axiologique. Oui. On se retranche derrière des choses, on ne nomme pas les choses, d'accord ? Et en revanche, je dirais, nous vivons dans un monde où il n'y a quasiment que des exceptions. Alors, je voudrais... Vraiment un tout petit mot, juste pour dire que la place de la Catalogne, moi je n'ai pas d'avis particulier, je ne connais pas suffisamment cette histoire-là, encore que l'indépendantisme catalan qui est un impérialisme aragonais pour récupérer le Roussillon, c'est pas c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais tout ça, quand vous dites que est souverain celui qui tranche, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. En l'occurrence, la question de la Catalogne, c'est une question de justice distributive. C'est la place de la Catalogne dans l'Espagne ou la place de la Catalogne dans l'Europe. C'est une question de justice distributive. Et c'est effectivement le fait de trancher, de régler, je dirais, le litige qui manifeste effectivement le pouvoir souverain. Qui tranche et qui impose sa volonté. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et qui donc est suivi. Oui. Ah oui. Donc, oui. Mais qui fait acte d'autorité. Donc, c'est celui qui est détenteur de l'autorité.
Celui qui a l'autorité, Oui, mais... parce que par autorité, il faut entendre celui qui a en effet, qui est dans la position de pouvoir prendre la décision, mais qui a aussi, on va dire, le charisme, si on reprend ce terme-là, si vous voulez, l'aura personnelle, qui fait qu'on va lui faire confiance et que donc on va... Et l'autorité, finalement, insiste moins... Et ça, c'est le principe de l'autorité. Je me permets. L'autorité, finalement, insiste... C'est pour ça que, dans votre livre, d'ailleurs, c'est une de vos conclusions majeures, c'est que l'autorité, finalement, insiste moins sur celui qui est supérieur, celui qui est le premier, le primus inter pares, que sur la capacité, à un moment donné, d'imposer sa décision, sa volonté. C'est Octave, c'est exactement ce que dit Octave en disant c'est parce que j'avais plus d'autoritas que je l'ai emporté sur les autres qui avaient la même potentialité. Voilà, ils avaient le même pouvoir, mais je l'ai dépassé par mon autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par le prestige qu'il avait, le charisme personnel. Mais la supériorité civile ne se décrète pas, elle se constate. Et les moyens qu'il avait quand même aussi. La légitimité d'un pouvoir, c'est par l'exercice et la réalisation du bien. Évidemment. Attendez. J'aimerais qu'on aborde, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y a un mot qu'on n'a pas tellement prononcé, c'est celui de légitimité. Ah ben, et pour qu'il y ait souveraineté, il faut qu'il y ait légitimité. Et je voudrais qu'on parle un peu de trois choses qui n'en font peut-être qu'une, mais pour certains auteurs, ça en fait trois. C'est la souveraineté nationale, la souveraineté étatique et la souveraineté populaire. C'est pas forcément la même chose. Et là, j'ai encore une citation très provocante de Aristide Lecate qui dit la souveraineté est dans le EST, dans le peuple, qui en est l'incarnation absolue, elle est EST majuscule, elle est même le peuple en ce qu'elle fonde son identité. Là, vous ne serez certainement pas d'accord, mais j'aimerais bien que vous discutiez un petit peu de ces choses-là, parce que pour vous, la souveraineté, c'est le peuple. Donc là, on est dans la légitimation du politique par la souveraineté populaire. Alors, si vous voulez, je vais quand même essayer de faire très court, parce que le temps commence à courir, malheureusement, et puis je voudrais quand même avoir votre avis. Mais quand je dis que la souveraineté est dans le peuple, je n'ai pas à l'esprit, si vous voulez, le peuple tel qu'on l'entendait, ou tel qu'on l'entend, en tous les cas, depuis la Révolution. Voilà. Oui, il y a une partie quand même, mais c'est pas seulement. Quand j'entends le peuple, si vous voulez, c'est au sens véritablement de communauté. D'ailleurs, dans le livre, je m'appuie essentiellement, parce que je trouve que c'est un auteur qui a sur Costanzo Preve, auteur italien, décédé il y a quelques années, qui réhabilite précisément, et ça devrait vous plaire, puisqu'il part d'Aristote précisément. Il réhabilite la notion de communauté. Enfin, il parle d'Aristote, il arrive à Karl Marx. Il arrive à Karl Marx, mais peu importe. Concernant vous avez noté... Un détail. Non, mais vous avez noté... J'ai eu énormément d'amitié avec le philosophe italien Costanzo Preve, qui était un marxiste, mais un marxiste d'un genre très particulier. Oui, c'est vrai. Pour lui, Marx, c'était l'addition de Hegel et de Aristote. Oui, mais vous avez remarqué quand même que je suis parti d'Aristote, je ne suis pas allé au point d'arrivée. Mais en revanche, sa prémisse est quand même juste. Là-dessus, vous pourriez vous retrouver. Et d'ailleurs, je m'y suis retrouvé. Oui. Bon, la communauté. Je conçois le peuple, si vous voulez, en termes de communauté. Et j'avais à l'esprit, quand j'ai écrit cette phrase, si vous voulez, cette notion de subsidiarité, parce que pour moi, elles sont vraiment consubstantielles. Il ne peut y avoir de souveraineté que par le bas, et non pas de souveraineté, là-dessus, je vous rejoins tout à fait, comme quelque chose comme un État supérieur qui se décrète, je suis souverain. Voilà, non, c'est pas ça. C'est l'autorité qui fait la loi, et non pas la vérité. Donc, et j'ai effectivement à l'esprit, si vous voulez, cette conception consociative, althusienne, véritablement, de la souveraineté. Voilà, c'était pour clarifier un petit peu le propos, parce que vous disiez tout à l'heure, la phrase sortie du contexte peut paraître un peu provocante, mais c'est ça, finalement. Et je considère qu'à chaque étage, chaque strate de la société, je suis élu rural, dans un petit village, 600 hommes. Je peux vous dire que je sais ce que c'est, j'essaie de faire de l'althuisme politique. Je sais ce que c'est véritablement que d'éprouver, le corps charnel de la petite cité. À chaque strate, dans les écoles, dans une commune, à l'université ou autre, essayez de s'emparer finalement de ce que vous disiez, de ce que vous défendez, et je vous rejoins là aussi tout à fait, les fameuses libertés de la monarchie,
liberté réelle. Vous dites à un moment donné que nos contemporains seraient horrifiés de voir que... Enfin, en tout cas, non. Les gens de l'époque seraient horrifiés de voir ce que nous avons fait des libertés. Oui, parce que finalement, nous sommes dans un État... Alors, l'un et l'autre, souveraineté étatique, nationale, populaire. Alors... Oui, c'est vaste et il faut faire oui, court. Forcément. Disons que là aussi, ça va dépendre de la manière dont on définit les termes. Enfin, la souveraineté nationale, en fait, l'expression, sauf erreur de ma part, elle intervient quand même plutôt après la Révolution. La Révolution, c'est plutôt la souveraineté populaire qui est défendue, je crois. Mais enfin, en même temps, c'est l'époque où on redéfinit la nation. Yes. Donc voilà, donc les deux sont quand même un petit peu entremêlés. Et donc là, je l'évoque aussi au passage dans mon ouvrage, la définition révolutionnaire de la nation, très clairement, me pose problème, dans son caractère, disons, idéologique, au sens d'adhésion donc, à des valeurs. Certes, il y a certainement un arrière-plan, disons, naturel, je veux dire, au sens de filiation, mais enfin, c'est quand même largement occulté dans cette définition, qui est en fait volontariste, idéologique volontariste, et qui donc, ne correspond pas vraiment à ce qu'on peut appeler le peuple au sens premier du terme. C'est-à-dire une continuité à travers le temps de familles qui forment... De lignage, disait... Voilà, les lignages, tout à fait, oui. Il y a déjà plusieurs conceptions. Tout à fait. On va pas entamer cette conversation du peuple. Il y a le peuple ethnos et il y a le peuple démos. Ouais. Oui, aussi, bien sûr. Et moi, c'est ce que je défends. C'est une souveraineté fondée sur l'ethnos, et non pas sur le démos. Oui, mais n'oubliez pas que le peuple ethnos n'est pas une notion politique, c'est une notion pré-politique. La seule notion politique, c'est le peuple démos. Tout à fait. Alors ça peut être vous avez raison. Ça peut être de l'ethnos mis en forme politiquement. Mis en forme politiquement, mais évidemment, de toutes les façons. Guillaume Bernard. Alors, pardonnez-moi de revenir à la même matrice, mais l'opposition entre sociabilité naturelle et sociabilité artificielle est quand même extrêmement significative, et permet bien sûr me semble-t-il, de comprendre les enjeux de la souveraineté, ou un des aspects des enjeux de la souveraineté. À partir du moment où les modernes considèrent qu'il n'y a de corps social que parce qu'il y a un contrat social. Après, les différentes manières de l'envisager, pourrait être précisé. Il n'y a donc, dans le fond, il paraît logique de confier le pouvoir souverain à ceux sans qui le corps social n'existerait pas. C'est-à-dire que s'il n'y a un corps social que parce qu'il y a un contrat social, c'est logique de confier la fonction souveraine, le pouvoir souverain, donc à la nation. Moi, il me semble que dans la conception plus classique des choses, le corps social est effectivement, exerce effectivement une souveraineté, mais encore une fois, ça n'est qu'un moyen, ça n'est pas, une fin en soi, ça n'est qu'un instrument pour lui permettre d'exister, de perdurer dans son identité, de perdurer dans son enracinement. Donc par conséquent, que le pouvoir politique soit exercé par le corps social naturel, que le corps social le confie à un moment donné à, une élite ou à un monarque, qu'importe, ce ne sont que des modalités, ce sont que des modalités de l'exercice d'un pouvoir légitime, à condition que ce pouvoir légitime tire le corps social vers le bien commun. Donc dans le fond, là où il y a une vraie différence, c'est pas tellement dans la question de savoir est-ce qu'il peut y avoir, l'exercice du pouvoir souverain par le corps social, sous-entendu la modernité c'est la démocratie, le monde classique c'est la monarchie. Pas du tout. Je crois que la question, c'est de savoir est-ce que le corps social existe en tant que tel ou est-ce que le corps social est une création artificielle. Autrement dit, je pense sincèrement que la démocratie athénienne était en fait beaucoup plus proche de la monarchie de l'ancienne France dans sa psychologie, dans sa logique, rechercher les lois qui existent dans un ordre cosmologique des choses, les identifier, les faire appliquer, mais rechercher des règles qui existent en tant que telles et qui ne sont pas le fruit de la volonté des hommes, et que cette démocratie athénienne était beaucoup plus proche donc de la monarchie de l'ancienne France que de notre démocratie actuelle, qui a une finalité tout autre. Ce sera le mot de la fin sur un sujet inépuisable, qui j'espère n'est pas apparu trop abstrait, parce que je crois qu'il va quand même à l'essentiel. Notre prochaine émission
sera sur un sujet très différent certainement. Mais avant qu'on ne se quitte, je voudrais, puisqu'on a parlé de souveraineté, vous signaler également la parution d'un livre qui s'intitule « Souveraineté, nation, religion », qui est un dialogue entre Bernard Bourdin et Jacques Sapir. Jacques Sapir, je crois, est bien connu. Bernard Bourdin est un père dominicain, excellent spécialiste de la question de la théologie politique. Et c'est un livre qui est paru aux éditions du Cerf, dialogue animé par Bertrand Renouvin. Voilà, à bientôt et merci à tous.